Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder votre émission, l'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau Christophe Deguenon. Christophe Deguenon est le directeur de l'environnement et des ressources en eau au département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à la commission de l'UEMOA. Vous devinez certainement qu'avec Christophe Deguenon, nous allons parler de l'environnement. Bonjour Christophe Deguenon. Bonjour Monsieur Babaka. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et soyez le bienvenu dans nos studios. Merci. L'actualité récente dans notre espace communautaire fait état d'inondations dans plusieurs États membres de l'UEMOA. Le gouvernement malien a même récemment déclaré l'état de catastrophe nationale. Nous sentons aussi une vague de chaleur par moment dans beaucoup d'États. On a l'impression que la météo est devenue difficile à maîtriser. Qu'est-ce qui explique la survenue si rapprochée de ces événements climatiques dans notre espace et peut-être aussi ailleurs dans le monde? Merci bien M. Babakan pour cette question. Vous faites bien de le rappeler, on le constate tous, que des inondations sont signalées dans plusieurs pays de la région, avec des dégâts aussi bien sur le plan matériel qu'humain, des dégâts assez importants. Et ces inondations sont consécutives à une pluviométrie exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on a pu enregistrer par endroits dans la bande sahélienne des précipitations supérieures de 120 à 600%, ce qui était constaté entre la période 1991-2020. Alors, c'est vous dire que quand une telle quantité d'eau tombe et qu'elle ne retrouve pas son chemin naturel, il y a forcément des dégâts. Et donc, en termes de causes, je vais dire il y a essentiellement deux raisons. La première, c'est l'accélération du réchauffement climatique du fait de l'homme, réchauffement qui perturbe le cycle de l'eau. Et la deuxième raison, c'est justement les entraves à la circulation normale de l'eau, à travers donc les occupations anarchiques que nous constatons, parfois même dans les lits des cours d'eau, la prolifération des déchets plastiques qui, une fois dans la nature et dans le sol, et qui ne sont pas souvent biodégradables. Exactement, limite la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol. Et donc, tout ceci contribue donc à ce que des flots déferlent dans nos villes, dans nos agglomérations, avec leur lot de dégâts que nous constatons. Justement, pour faire face à tous ces changements climatiques qui perturbent la vie de l'homme au sein de l'Union, l'Union a adopté la politique commune d'amélioration de l'environnement de l'UEMOA. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette politique dans ses grandes lignes? Alors, entre autres, il faut le dire, la finalité de la politique commune d'amélioration de l'environnement, ce n'est pas que le changement climatique. Alors, ce qu'il faut indiquer, c'est qu'en réalité, la politique commune d'amélioration de l'environnement a été mise en place par les plus hautes autorités de l'Union afin d'aider à mettre en place une réponse coordonnée aux enjeux majeurs de l'environnement dans notre espace communautaire. Et ce qu'on peut constater aussi, et vous serez d'accord avec moi, que les ressources naturelles en tant que telles constituent donc le socle de la base productive de notre économie qui est le secteur agricole. Mais on est tous aussi d'accord, on constate autour de nous que ces ressources naturelles et l'environnement se dégradent de façon continue. Et de façon accélérée même, et de façon accélérée. Donc c'est cette tendance de dégradation qu'on conduit à la mise en place de cette politique dont la finalité était donc de contribuer à inverser les tendances lourdes de dégradation de l'environnement, de dégradation de la qualité des cadres et milieux de vie, mais également au maintien de la biodiversité. Et donc pour dérouler cette politique, les différentes actions qui sont entreprises s'organisent globalement autour de 3 et 4 axes. Vous avez un premier axe sur la conservation et la valorisation durable des ressources naturelles. Un deuxième axe sur la gestion des établissements humains, la lutte contre les pollutions et les nuisances. Ensuite, des renforcements de capacités afin de permettre une gestion concertée de l'environnement dans l'espace communautaire. Et enfin, un appui au suivi à la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement qui sont nombreux et qui offrent donc le cadre nécessaire pour une gestion rationnelle de notre environnement. Depuis quelques années maintenant, vous déployez au niveau de votre direction et de votre département la mise en œuvre de cette politique. Quelles sont les actions majeures qui ont été déjà exécutées? Alors, effectivement, il y a eu des actions qui ont été engagées dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique.
Et vous me permettrez peut-être, sans aller dans trop de détails, de citer quelques actions. J'évoquerai l'appui à la conservation et à la valorisation de la biodiversité régionale, une action qui se déroule notamment au niveau des réserves de biosphère transfrontalières, à titre d'exemple au niveau du complexe en partage entre le Bénin, le Burkina, le Niger, W. Ali Pandiari. Action qui a permis, entre autres, de pouvoir inscrire ce complexe-là au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut reconnaître que cette action se poursuit, notamment avec l'appui de nos partenaires de l'Union européenne, pour que ça s'étende à d'autres écosystèmes, aussi bien les écosystèmes de savane, de désert, de mangroves, pour renforcer davantage cette action concertée pour la préservation de la biodiversité. Je peux également évoquer tout ce qui a été fait en termes de valorisation des périmètres de bas-fond. Alors, pour une réponse en termes d'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole. Et cette action a permis déjà d'aménager, de mettre à disposition des États plus de 4 000 hectares de périmètres de bas-fond pour pouvoir mieux gérer la ressource en eau pour le secteur agricole, mais également offrir l'opportunité de passer à plus d'une campagne agricole. Donc on est passé les cultures de contre-saison. Les cultures de contre-saison. Donc par endroit, on est passé d'une campagne à 2 voire 3 campagnes, ce qui augmente substantiellement la disponibilité alimentaire pour les populations et donc conduit aussi à la réduction de la pauvreté. J'évoquerai aussi la question de gestion des risques côtiers. Il y a toute une action que la Commission a eu à déployer justement dans ce domaine-là, qui a permis par exemple de mettre en place un schéma directeur du littoral ouest africain. Et pour le faire, la Commission ne s'est pas limitée simplement à ces États membres côtiers, qui sont au nombre de 5, mais nous avons pu couvrir une bonne partie de la bande côtière au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en partant de la Mauritanie jusqu'au Bénin. Donc ce schéma directeur-là, il est mis à jour régulièrement et permet donc de produire des alertes, de produire des connaissances et d'alerter sur la dynamique du trait de côte et donc d'aider à la prise de décision pour la planification et les investissements sur la bande côtière. Cela a également permis donc de réaliser un certain nombre d'ouvrages de protection dans certains pays de l'Union. Dans certains pays côtiers. Dans certains pays côtiers de l'Union. Et ce qui est important de relever, c'est que ces acquis ont permis de développer une dynamique qui est en cours actuellement avec l'appui de la Banque mondiale pour justement aller vers, j'allais dire, la mise en place de projets d'investissement importants pour la résilience des populations, donc face aux risques et aux aléas climatiques. J'évoquerai aussi la lutte contre la dégradation des terres, notamment dans le bassin du fleuve Niger, qui a permis à la Commission d'aller sur des actions de renforcement de capacité, mais également des récupérations des terres dégradées. Des milliers d'hectares de terres dégradées ont été récupérés dans ce cadre-là. Et aussi important à relever, c'est que cette action a servi un peu de précurseur à la mise en place du PIDAC. Le PIDAC, c'est le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, qui est beaucoup plus vaste et qui est soutenu par la Banque africaine de développement. Et qui va au-delà de l'UEMOA. Qui va au-delà de l'UEMOA. J'évoquerai aussi toutes les actions en matière d'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement, et ceci en droite ligne des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 6. Et dans cette action, on a contribué à la réalisation de plusieurs ouvrages d'infrastructures d'accès à l'eau et à l'assainissement, pas moins de 12 000 qui ont été mis à la disposition des populations de l'Union et qui ont amélioré substantiellement l'accès à l'eau et à l'assainissement dans notre espace. Alors, monsieur le directeur, le Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, en sa dernière session du 26 septembre 2024, qui s'est tenue à Bissau, a adopté la directive portant sur les zones humides, urbaines et périurbaines et sur l'approche écosystémique de la santé dans les zones humides. Présentez-nous cette directive et qu'est-ce qu'elle va changer? Il s'agit en réalité d'un cadre normatif au niveau communautaire, élaboré à la demande des États membres, il faut le préciser, pour les accompagner justement dans la mise en œuvre de leurs engagements, les engagements qu'ils ont eu à prendre dans le cadre des discussions internationales. Et cette directive-là, comme vous en doutez, s'adresse à la gestion des zones humides, notamment urbaines et périurbaines, au regard de l'importance de ces zones humides pour notre économie tout simplement. Parce que ces zones humides fournissent d'énormes services écosystémiques à notre environnement et sont également des réservoirs importants de biodiversité.
Alors, pour une meilleure compréhension, quand on dit zone humide, qu'est-ce qu'on doit comprendre par une zone humide? Alors, zone humide, je vais me référer à la définition qui est agréée au niveau international parce qu'il y a quand même des spécificités d'un pays à un autre. Ce qui est agréé au niveau international, c'est toute étendue d'eau, qu'elle soit stagnante ou non, permanente ou non, salée ou non, qui se retrouve donc dans les zones urbaines ou périurbaines et qui n'a pas, en marée basse, une profondeur qui n'excède pas 6 mètres. C'est ce qui est convenu comme définition au niveau international. Évidemment, il y a des spécificités selon les pays en termes de définition des zones humides. Donc, je disais tantôt que cette directive s'intéresse à la gestion des zones humides et en réalité, c'est pour aider à gérer un peu les menaces qui pèsent sur ces zones-là, notamment dans l'espace communautaire. Et pour le faire, nous nous sommes appuyés sur les résolutions de la 11e session de la conférence des parties à la Convention de Ramsar, qui gère les zones humides à l'échelle internationale, mais également sur les orientations de la politique commune d'amélioration de l'environnement pour permettre donc au pays d'avoir les éléments nécessaires pour aller vers une gestion durable de ces zones-là. Alors, à quoi servira cette directive, en réalité, et de façon concrète? J'ai envie de vous dire que, déjà, elle m'offre l'opportunité d'échanger avec vous sur l'importance des zones humides, voilà, urbaines et périurbaines, notamment dans notre région. Et de façon, c'est une façon pour moi de vous dire qu'en fait, cette directive permet de replacer les zones humides dans leur contexte, de souligner l'importance de ces zones humides et surtout de mettre en exergue le lien qu'il y a entre la santé de ces zones humides et la nôtre. Parce que de la santé de ces écosystèmes dépend également la santé des hommes qui sont dans ces milieux-là. Alors, ces habitats naturels, en dépit de leur importance, de ce qu'ils représentent pour nous, lorsqu'ils sont mal gérés, peuvent devenir donc des vecteurs de risques sanitaires importants à travers des produits toxiques qu'on peut y retrouver, à travers la prolifération des maladies à transmission vectorielle, à travers les zoonoses et à travers le développement de maladies liées au péril fécal. Donc c'est pour apporter une réponse à ces questions-là que les autorités de l'Union ont adopté cette directive pour offrir au pays, déjà rappeler les engagements des uns des autres en termes de conservation et de valorisation de ces zones-là, mais également offrir au pays et aux acteurs le cadre et les outils nécessaires pour une gestion durable de ces zones humides. Cette directive, à bien vous écouter, pose la question de l'importance de l'eau, tout comme celle de l'environnement, qui est crucial dans l'espace communautaire. Et je dirais même beaucoup plus dans la zone sahélienne, qui est aujourd'hui très exposée. Alors, qu'est-ce que la Commission de l'UEMOA envisage en termes de perspective pour régler toute cette question-là en relation avec les États? Merci. Vous me donnez là l'occasion d'évoquer, parmi tant d'autres, l'initiative, comme vous évoquez tantôt la question de ressources en eau, d'évoquer l'initiative que nous sommes en train de développer avec la Banque mondiale pour le développement justement, la valorisation et la résilience de l'eau en Afrique de l'Ouest, en remettant l'eau j'allais dire, au fronton des préoccupations et en reconnaissant effectivement que les ressources en eau constituent un bien public au niveau régional. Cette initiative est en cours de développement. J'allais dire que les initiatives au niveau régional pour les questions de l'eau et de l'environnement de façon générale sont plurielles, que ce soit sur les questions de gestion des déchets et des polluants, de préservation des aires marines protégées, d'économie circulaire, etc. En guise de mot de fin, on entend souvent, ça et là, des analyses très pessimistes sur l'avenir de la Terre. Est-ce qu'aujourd'hui, la Terre est en péril? En guise de mot de fin. Là, ça l'est, parce que du fait de nos actions passées, parce qu'il y a un facteur d'accumulation. Ce que nous faisons comme action, ça ne produit pas forcément les effets dans les médias. Et quand ces éléments sont dans la nature, il faut, pour faire référence au carbone, il faut un certain temps pour que ça se dissipe. Donc, on va continuer à subir les conséquences de ça. Malheureusement, les inondations que nous avons évoquées tantôt sont là pour nous rappeler à la triste réalité que nous ne faisons pas assez
pour la préservation de l'environnement et qu'il va falloir donc renforcer l'action pour que nous puissions vivre dans un futur immédiat ou lointain, dans un environnement beaucoup plus rassuré. L'environnement, la préservation de l'environnement est évidemment une affaire de tous. Merci Christophe Deguenon. Je rappelle que vous êtes directeur de l'environnement et des ressources en eau au département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à la commission de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.